Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle masterclass live. Aujourd'hui, on va parler de l'IA. On entend beaucoup parler de l'IA et on va essayer de vous aider, de vous donner des critères de choix pour essayer de faire plus juste, plus rapidement et un peu moins se planter. J'accueille aujourd'hui Ziad avec moi, Ziad qui nous vient du Québec, Bonjour, mais bonjour. qui connaît bien nos contrées, qui voyage de temps en temps chez nous. D'ailleurs, il est bientôt pour donner un cours à Neuchâtel à la FSRM. Euh, Ziad, bienvenue, merci d'être là. Fait plaisir. Un grand bonjour à tout le monde. Merci Gilles pour l'invitation. Effectivement, 90% des projets IA échouent, c'est des statistiques, d'accord. On vit une époque formidable où on n'a plus de problèmes technologiques, mais on a des problèmes humains et des problèmes de processus, et ça, on sait les régler depuis longtemps si on fait juste. Et j'aime toujours prendre cette phrase pour commencer, hein. Les projets IA échouent bien souvent parce que les équipes n'apprécient pas que des experts leur imposent leur manière de faire leur propre travail sans même l'avoir vraiment compris. Et c'est bien souvent le problème qu'on a. Au sujet de cette masterclass, aujourd'hui, on va bien sûr parcourir pourquoi vos projets plantent. Hein, et on l'a déjà dit, c'est pas de la techno. On va surtout échanger sur nos différentes expériences. Hein. Ziad est un expert reconnu. Nous, on patauge là-dedans chez nos clients pour nous-mêmes et tout autour d'endroit. Ziad va nous ouvrir les yeux en disant on parle que de la générative, que de chat GPT, mais grand Dieu que ce monde est plus vaste que ça. Hein, on a un vrai problème, c'est les données. Et Ouais. on va voir quels risques, quels problèmes, comment les protéger, comment choisir le bon modèle sans vous faire avoir. Et puis, on va voir comment on peut aller réussir un projet d'intelligence artificielle dans votre entreprise. Je rappelle, il y a un chat. Vous pouvez sur le live nous soumettre vos questions. On y répondra le plus en direct possible, donc n'hésitez pas. Pour commencer, je vais commencer par me présenter parce que peut-être tout le monde ne me connaît pas. Je suis Gilles Ruffieux. Ça fait plus de 25 ans que je suis au service de la performance des entreprises, pas de la performance financière, de la performance réelle. Celle qui fait qu'on suit moins au bout, celle qui fait qu'on est très fier au bout. Donc, je suis un pionnier des méthodes agiles en Suisse, de l'OKR, d'un certain nombre d'approches innovantes, dont certaines sont nos propres créations. Je suis devenu vraiment un expert de projets compliqués et j'ai une passion, c'est les exécuter le plus vite possible. Je prends un exemple. Dans une manufacture horlogère, on a mis en place un PLM en 6 mois. Normalement, c'est des projets qui prennent 12 à 18 mois. L'intégrateur n'avait jamais vu un projet aussi rapide, surtout que ça faisait à peu près 12 ans qu'ils essayaient de faire ce projet. Donc, c'est un des exemples. Et c'est vrai que ce qui me guide et ce qui m'anime, c'est que je veux que les équipes soient fières du travail qu'on fait ensemble, qu'elles soient fières, elles, et que leur CEO soit fier du travail et des résultats obtenus. Et c'est cette fierté qui guide à peu près l'ensemble de mes actions. Je passe la parole à Ziad. Ziad, c'est le moment de te présenter, c'est le moment qu'on te découvre et qu'on te connaisse mieux. Oui, comme j'aime à le dire, si vous voulez faire une sieste, il y a mon LinkedIn. Non, plus sérieusement, moi c'est Ziad Chouadi, ça fait plus de 25 ans que je suis dans la tech et l'innovation technologique. J'ai une particularité, c'est que j'ai un pied dans toute la francophonie, donc je voyage souvent entre le Québec / le Canada et puis la Suisse et l'Europe. Je suis reconnu, pendant longtemps on m'a surnommé le guide numérique parce qu'en fait j'aide les organisations francophones à comprendre, décider, agir, surtout au niveau des directions et de tous les nouveaux défis. Bref, puis ma petite particularité qui reste très anglophone, c'est que j'utilise un jargon très accessible, puis qu'il n'y a pas de bullshit entre nous, parce que sinon, on gagne tous du temps. Sur ça, passons à la vraie matière, Gilles. Voilà, et je précise encore donc, que tu as écrit un ou deux livres, dont un qui est Oui. Pivoter à l'ère de l'IA, hein, qui est une lecture conseillée. Et qu'effectivement, tu publies un certain nombre de choses et tu as un passé assez éclectique qui fait que ton regard est souvent très pertinent. Euh, et c'est ça que j'apprécie chez toi. Donc, on va commencer. Pourquoi est-ce que vos projets plantent, hein? Oui. Quelle est ton expérience de ce côté-là? Moi, je partagerai aussi la mienne, mais honneur aux invités. Quelles sont pour toi les raisons de ce 90% d'échecs récurrents sur ces projets? C'est ça. Moi, je souris à chaque fois que tu dis 95 on va se dire tu, hein. J'espère que ça choquera pas le monde. Les 90%, c'est que c'est pire, c'est 95% pour ce qui est des projets d'IA générative. C'est les dernières statistiques qui sont sorties du MIT.
Je veux dire, c'est toujours les mêmes 3 facteurs. Le premier facteur, on fait, on investit dans l'IA, sans réelle plus-value. On fait parce que le voisin fait, parce qu'il y a des subventions, parce que c'est à la mode. Deuxième élément, on utilise, des données, qui sont peu qualitatives ou qui n'ont pas été traitées ou on ne sait pas du tout les données qu'on a nous-mêmes. Puis le troisième, c'est le C'est un facteur sujet, humain. ouais, ça, C'est c'est un ça. sujet intéressant, les données, je trouve. Oui, bah, Oui, excuse-moi, ça a buggé. Oui, parce qu'effectivement, les données dans les entreprises sont ce qu'elles sont. Elles sont rarement de bonne qualité. Ça se saurait, sinon on ne ferait pas de projet data dans tous les sens, hein, pour essayer de les rendre exploitables rien que pour des besoins de reporting. Donc on n'a pas, en général, pas beaucoup de données fiables quand on en a. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'IA sans données. J'aime aussi bien ton premier point avant qu'on vaille sur l'urgence. C'est on fait de l'IA, c'est ce qu'on appelle le FOMO ou le Fear of Missing Out, hein, oui, parce qu'il faut en faire, sinon on n'est pas à la mode. Comme on a fait de l'agilité il y a 4-5 ans en disant tout le monde veut devenir agile, nous aussi. Et puis après, on met des coches dans les cases, on a fait des trucs, ça n'a servi à rien, mais on est content parce qu'on a fait. Moi, c'est ce que j'appelle les projets garage, c'est-à-dire qu'on va mandater des équipes, on va investir de l'argent sur un projet qui n'a aucune plus-value pour l'opérationnel, parce qu'on a tellement peur que si on fasse un truc sur l'opérationnel, ça le perturbe, d'accord? Donc, on vous donne un projet pour aller jouer au fond du garage, puis quand vous sortez successful de ce projet, on va vous dire, ouais, mais non, on ne va pas investir l'argent parce que tu vois, tout compte fait, ce n'est pas prioritaire. oui. Donc, pour moi, c'est une des raisons aussi qui ne joue pas. Puis je te laisse continuer sur ces points-là aussi. Je te dirais oui, puis j'ajouterais que pour aller dans ton sens, puis tirer à la même corde, ce qui est aussi intéressant, c'est que souvent, quand on se lance dans un projet en fait d'IA, on s'entête à utiliser le mauvais outil. Tu sais, actuellement, je dis, le phénomène ChatGPT est devenu un peu comme Facebook et les réseaux sociaux. Tout le monde considère ChatGPT comme une IA. Sauf que déjà, c'est pas une IA, c'est un ensemble d'IA et d'algorithmes. Puis souvent, on lit partout, je dis, tout le monde parle d'IA générative. Sauf qu'une IA générative, bah, en fait, c'est relativement simple. Ça va utiliser des données existantes, puis ça va générer des nouvelles affaires. C'est juste ça. Puis à chaque cycle, ça va générer des nouveaux trucs. Donc, si vous devez faire, exemple, je sais pas, générer des nouveaux textes, générer des nouveaux designs, etc., c'est excellent. Tu appuies sur un bouton, puis tu peux en avoir 10 millions, 1 million, etc. C'est intéressant. Par contre, quid des IA prédictives, quid des IA de recommandation, quid des IA de vision, quid des IA, je dis, d'automatisation, etc. Bref, ce qui pourrait nous être vraiment utile comme outil, souvent, on n'en a pas entendu parler, c'est pas adapté, ou je vous dirais, on sait même pas qu'on en a besoin. Donc des fois, on s'entête à essayer de vouloir travailler avec le mauvais outil que serait j'allais dire ChatGPT, Copilot, qui est maintenant embarqué avec les suites Microsoft, Claude ou même Gemini. Mais en fin de compte, ça serait pas le bon outil. Si vous voulez, exemple, avoir une bonne vision de la production interne ou externe ou pour vos ventes, qui est une IA de production, pourquoi vous obligez à travailler avec du génératif? C'est Ok, un des éléments. d'accord. Donc on aborde quelque chose qui n'était, c'est vrai, pas tout à fait sur ma liste. On le voit directement. C'est comment choisir le bon outil ou le bon modèle. Mais donc on est souvent à essayer on a besoin d'une pioche, puis on attaque à l'appel en espérant que ça marche, pour le dire, hein, et malheureusement, sans pioche, on n'y arrivera pas. Oui. Derrière. Revenons un peu aussi, avant de passer sur ces éléments de choix, sur la problématique humaine. Comment est-ce que toi, tu la vois, tu l'aperçois? Qu'est-ce que tu vois dans tes expériences sur ce fameux facteur humain qui fait que tous nos projets, depuis qu'on fait de la digitalisation, sont compliqués? Bah, déjà, je vais faire gagner du temps à tout le monde. On va, j'ai dit, la résistance au changement existera toujours. Ce qui est un peu particulier, là, je dirais, depuis 3 ans, dans le cas de l'IA, c'est que l'IA n'est pas venue d'une décision de la hiérarchie vers le bas, c'est vraiment devenu du bas, puis ça s'est infiltré partout.
C'est comme, moi j'aime des fois, tu sais, quand je discute avec des CA ou avec des organisations en disant: «Oui, mais moi je veux pas d'IA dans mon organisation, tu sais, je veux tout sécuriser et cetera». Puis à chaque fois je dis: «Oui, oui, tu peux tout sécuriser, bien sûr». Je veux dire, il y en a maintenant dans les téléphones, dans les navigateurs, dans les logiciels et cetera. Ça s'est déjà infiltré, donc la game est déjà perdue. Puis ce qui se passe, c'est qu'on a une majorité d'utilisateurs qui sont aussi tout en haut du ce que j'appelle moi le mont stupide, tu sais, la fameuse courbe d'apprentissage. Ou parce qu'on a suivi des formations, on a regardé des tutos, ou parce qu'on considère que je dis la nana de la carotte est, tu sais, super intelligente, ben on met toutes nos données là-dedans. On va l'utiliser pour des courriels, on va l'utiliser pour des projections, on va l'utiliser pour améliorer certains produits, même des fois pour, je veux dire, nous aider à faire le souper du soir. Mais c'est qu'il y a une mécompréhension du fonctionnement de l'outil. C'est-à-dire, on considère tous que c'est une super solution qu'on utilise comme utilisateur, mais on est très, très peu à savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Puis c'est normal parce qu'on n'a pas assez pratiqué. Donc, en bon français, on fait plein de conneries. Puis autant sécuritaire, légal, de mauvaises pratiques. Puis même si on veut juste rester utilitariste, on est beaucoup à faire n'importe quoi avec ces outils, ce qui fait que quand on fait n'importe quoi, ben, le résultat, c'est souvent du n'importe quoi. Puis on alimente une machine qui est épeurante. Donc non, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défis. Rien que déjà au début, tu sais, enfin, des fois je suis un peu tannant avec ça, il faut déjà comprendre ce que c'est l'outil. Puis on est déjà très peu, ou de moins en moins, à s'intéresser à ce que c'est. On utilise l'outil tel qu'il est, parce qu'il nous est utile rapidement, mais sans se poser la question de quels sont ses éventuels dangers qu'on l'a fait. Je prends une expérience. Hein. Je parlais avec quelqu'un qui utilise beaucoup pour rédiger des courriers, pour des réponses. Oui. Et on a eu cette petite discussion rigolote. C'est ce qu'elle me dit, mais j'ai dit, mais tu fais quand même bien attention. Est-ce que tu es sûr que tu as mis les bons paramètres? Puis est-ce que tu mets au moins pas de nom? Elle dit pourquoi? Parce que c'est un problème. Je dis, bah, oui, quand même, il y a un moment où tu files de la data à une grosse boîte américaine et tu ne sais pas ce qu'elle va en faire et tu ne sais pas comment ça va être utilisé. Ah bon, on ne m'avait jamais dit. Et dès comme ça, on en rencontre passablement. On y reviendra sur le problème des données. Oui, ok, oui. Aujourd'hui, c'est quoi le facteur humain, pour finir un peu ce point-là, qui est sous-estimé? Il est sous-estimé comment? Est-ce que comment ça se fait que on fait un projet, on a fait quelque chose de sympa, on va le montrer aux équipes qui disent ah ouais, ça a l'air pas mal votre truc, mais à la fin personne n'utilise. Quelle est ton analyse là derrière pour dire que bah, on a investi, on a développé, puis à la fin, bah, on continue d'utiliser Excel, Word, nos habitudes, J'allais vieilles. répondre que c'est ça. Non, j'allais répondre que je réponds d'habitude, c'est parce que ça sert à rien que personne l'utilise, c'est tout. Ou que c'est une Ok. valeur très marginale. Actuellement, je dirais, tu sais, il y a 2 tendances qui sont très fortes. La première tendance, c'est souvent, le 30-40 des projets qui réussissent, c'est les projets, à faible valeur ajoutée, mais qui ont été achetés sur tablette. C'est ce qu'on a eu comme effet de mode avec les chatbots automatisés. Il y a quasiment tout le monde, il y a 2 ans, est tombé en amour avec les chatbots IA qui allaient tout révolutionner et cetera. Ou avec un autre phénomène, que j'allais dire les CA adorent, qui est l'enregistrement, enfin, créer les PV en automatique avec une IA qui vous écoute. Ça, les médecins aussi, mais ça, on en reparlera. Ça, c'est un excuse-moi, des deux gros facteurs. Le deuxième, c'est souvent, on va se lancer dans des projets IA sans vraiment avoir fait son autodiagnostic. Autodiagnostic de quelle était notre configuration interne. Ok, il y a l'humain, mais quid de la technique, des données, puis les données, on est souvent tannant avec ça. C'est le nerf de la guerre. Puis même pas besoin d'aller dans le type de fichier technique déjà, qu'est-ce qu'on veut en faire. Puis surtout, c'est quelle est la plus-value qu'on veut aller chercher? Quel est le problème qu'on cherche à résoudre? Moi, souvent, je parle en fait du paradoxe d'Alice au Pays des Merveilles, ou du phénomène d'Alice au Pays des Merveilles. C'est relativement simple, c'est que sans objectif, tous les chemins sont bons. Puis actuellement, l'IA, on brûle du cash parce qu'en fait, on veut intégrer de l'IA, faux mots, et cetera, ou parce que dans notre secteur, ça fonctionne bien. Mais on n'a pas adressé quelle était vraiment la douleur au sein de notre organisation.
qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire, quels étaient les objectifs visés, puis est-ce qu'une solution d'IA, et je parle bien d'une solution, était la meilleure solution pour atteindre cet objectif-là. Bref, on fait tout à l'envers. Un peu comme l'arrivée d'Internet, où il nous fallait de l'Internet. Pourquoi faire? Parce qu'il faut de l'Internet. Ok. Dis-moi en plus. Très intéressant. Moi, je compléterai par un point quand même qu'on ne se pose pas beaucoup la question, mais qu'on adresse dans les pratiques et les méthodes qu'on met en place directement, hein, qui est ce qu'on appelle l'acceptation des gens ou l'envie de l'intérêt des gens. Hein. J'aime toujours prendre cet exemple simple, parce que quelque part, on vient nous dire super, on a une IA qui va te faire une synthèse et qui fait ça super bien. On le dit à l'assistante de direction, dont la perception, sa principale plus-value, c'est sa capacité de synthèse incroyable, d'accord? Puis on lui dit, tu verras, ça va être génial, tu n'auras plus besoin de les faire. Mais c'est ce qu'elle aime faire le mieux. Donc, et elle ne va pas pouvoir dire, si je dis que je ne veux pas, on va me traiter de vieille obsolète qui résiste. Donc, elle va dire oui, oui, puis elle va continuer de faire comme avant. Et c'est cette espèce de démission silencieuse, de non-acceptation des propositions, c'est-à-dire qu'on ne challenge pas sur la pertinence et ce que tu as dit, l'utilité Oui. qu'on propose, quelle valeur business ça va créer, quel problème on règle, qui fait qu'à la fin, on fait des trucs qui ne servent à rien et qui, au final, ne sont pas utilisés. Par contre, on a eu l'investissement, on a eu le coût. Pour avancer là-dessus et pour avancer dans notre débat, comment choisir le bon modèle? Tu as parlé de prédictif, tu as parlé d'IA de recommandation, tu as parlé d'un certain nombre de choses. Comment est-ce qu'on se dit, tiens, ce qu'on a besoin, c'est plutôt un modèle d'IA ou un autre dans notre analyse? Alors, moi, c'est une expression qui vient du Québec, mais que j'adore partager à travers le monde. C'est la première des règles, mais ça, c'est comme tout, c'est tomber en amour avec le problème. Ça devrait faire sourire plein de personnes. C'est la première des règles. C'est qu'est-ce qu'on cherche à résoudre? Puis du moment qu'on a qu'est-ce qu'on cherche à résoudre, la deuxième question, c'est pas se demander quelle est l'IA la plus, c'est est-ce qu'on a les données suffisantes, informations suffisantes liées à ce qu'on cherche à résoudre. Ça peut être les fichiers clients, ça peut être des fichiers, fichiers de vente, ça peut être des données techniques, etc. Mais est-ce qu'on a ces données-là? Pas besoin de tomber dans des fichiers. Non, est-ce qu'on les a? Si on les a pas, comment on fait pour les avoir? Puis si on les a, est-ce qu'on a un ou deux fichiers Excel qui traînent ou au contraire, on a des choses qui sont bien ordonnées, bien accessibles, et cetera, donc je vais dire de la data de qualité. Puis après, troisième question qu'on se pose, c'est pas quelle est la solution que je suis prêt à acheter, mais c'est la famille d'IA. Puis c'est là où je retombe dans, si vous voulez, exemple, vous voulez booster les ventes sur votre site internet. Vous n'avez pas besoin d'une IA générative qui va réinventer la poudre, vous avez besoin de pousser une IA de recommandation. Pour pousser votre IA de recommandation, est-ce que vous avez les données clients, j'ai dit les clics, les passages, etc. suffisants. Puis du moment que vous avez cette famille-là, là, vous pouvez commencer à lancer une recherche en disant, j'aimerais utiliser une famille d'IA, exemple de recommandation, qui traite telle et telle donnée, qui sont les données que j'ai, afin de résoudre tel problème. Bref, tomber en amont avec le problème, puis remonter. Et j'ai dit, contrairement aux pratiques qui font que je vais prendre tel truc. Ok. Voilà. Donc, c'est aussi, ça rejoint un autre danger. Hein. Souvent, on parle avec un expert. L'expert n'est pas forcément expert de tous les modèles et l'expert va tirer la couverture un peu vers ce qu'il connaît. On ne parle pas de volonté négative, mais c'est simplement parce qu'on connaît un certain nombre de choses et on va toujours parler de ce que l'on connaît. Oui. Quand on a le rôle de l'expert, parce qu'on ne parle pas trop des choses qu'on connaît moins bien, parce que c'est un peu plus scabreux ou risqué, d'accord? Donc, si on parle trop tôt à l'expert, on risque d'être mal orienté. Donc, quelque part, c'est quand même un processus, une maîtrise de compétences qu'on doit acquérir, et on doit aller chercher l'expert quand on sait vers quel expert on a besoin. Ou alors, il faut qu'on trouve un généraliste qui va pouvoir nous guider et nous dire vers quel généraliste. Donc c'est intéressant, on y reviendra tout à fait, parce que c'est un des éléments qu'on a aussi, dans lequel on fait attention dans notre business accélérateur. Oui. Maintenant, parlons du cœur. On a parlé plein de fois des problèmes de données. Oui. D'accord? Moi, j'ai des questions simples Oui. sur lesquelles je n'ai jamais de bonne réponse. Quel est le risque, le danger, si je mets copilote entreprise dans mon entreprise sur mes données?
par exemple. Prenons, Est-ce que c'est un c'est ça. risque? Est-ce que c'est génial? À quoi je dois faire attention si je veux dire, tac, je passe le contrat, j'appelle Microsoft, vous mettez ce truc en place, hop, vous verrez, ça va être magique. Concrètement, c'est quoi les risques, docteur? Je dis, moi j'irais par palier. Il y a des risques légaux, déjà, hein, parce que en loi suisse, en loi helvétique, l'IA est considérée comme un outil qu'on utilise. Donc l'utilisateur est toujours responsable. Donc l'organisation est toujours responsable. Dites-vous qu'au niveau des poursuites possibles, individuellement, c'est 250 000 francs. Pour l'organisation, c'est 5 millions. Certains diront c'est pas un problème. Lol. Deuxième chose, il y a une réalité, c'est que ces outils-là dépendent du droit américain, point. Et puis que 90% des données qui transitent par là transitent par les États-Unis. Donc déjà, on est en train de créer d'immenses brèches de sécurité, de contrôle, de détail de l'information. Puis, ajoutons une cerise sur le sundae, tout ce qu'on partage est exploité à entraîner ces dites IA. Donc on est au-delà du je regarde ce que tu fais, c'est ce que je regarde ce que tu fais, puis je vais l'utiliser pour entraîner une solution que je vais vendre. Donc il y a plein de micro-brèches qu'on crée, autant légalement, autant en termes de responsabilité individuelle, de responsabilité d'entreprise, et aussi, des fois au niveau qualitatif, comme je dis, c'est pas ce qu'on cherchait à faire. Et tout ça vient du fait que il y a une mauvaise connaissance de comment ça fonctionne derrière. Puis il y a un autre effet, c'est à date, il n'y a pas eu de scandale suffisamment grand, pour faire peur aux gens. Il n'y a aucune PME suisse qui a dû fermer et puis licencier tout le monde parce qu'ils ont utilisé Copilot. Il y en a une ou deux qui ont failli le faire. Oui, oui, mais je dis, tu sais, on entend souvent parler, tu sais, des amendes records de l'Union européenne, des GAFAM à 300, 400, voire même des fois des milliards de dollars, mais c'est trop grand pour nous. Tu sais, c'est pas, je sais pas, moi, c'est pas, je vais dire, Dunon et Fils qui a fermé parce qu'un employé a utilisé Gemini, puis qu'ils se sont fait avoir, puis qu'ils sont poursuivis par tel, 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 puis que ça a donné des faux, des vices de... Non. Dites-vous que c'est une Alors, boîte de Pandore. J'ai entendu une histoire d'une société qui a beaucoup utilisé une IA pour travailler des PDF en ligne et qui, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient complètement hors de tout canaux légaux, c'est quand même une boîte qui est dans un domaine à très fort niveau de compliance, ils ont eu peur, ils se sont dit si ça se sait, on est foutu. On est foutu parce qu'on a mis beaucoup trop de données dans ce truc sans faire attention, parce que c'était un vrai gain Oui. d'efficacité. Et ils ont réussi à trouver en petit caractère que c'était plus ou moins crypté. Ils se sont dit ouf, on est plus ou moins serein, mais ils ont toujours peur. Voilà. Donc quelque part, c'est quand même compliqué. Aujourd'hui, donc, est-ce que tu conseilles à tes clients de dire mettez Copilot entreprise, vous êtes serein, ça va bien marcher? Ou est-ce que la solution, c'est de développer ses propres IA en interne ou de partir plutôt vers des IA de type proposé par Proton parce qu'il y a une privacy par défaut qui est nettement plus élevée qu'une éthique qui est beaucoup plus forte avec Lumos. Quelles sont, toi, les recommandations que tu donnes pour ne pas se planter sur ces problèmes de données? Je vais répondre simplement, tout dépend de la nature de qu'est-ce qu'on cherche à résoudre, mais prenons le mauvais exemple, le mauvais élève. On se dit, j'ai besoin d'une IA, je travaille avec la suite Microsoft, bon, j'ai compris que je voulais une solution d'automatisation, donc je vais installer Copilot. Red flag, pourquoi tu utilises Copilot, qui est une solution d'IA générative, qui va absolument pas résoudre ton problème, qui est pas adapté, qui est pas sécurisé? Savais-tu que Microsoft propose Power Automate, qui est une solution faite pour ça, spécialisée là-dedans, qui est aussi une IA, qui est sécurisée, qui est formelle, que tu peux intégrer dans ton... Donc souvent, c'est, tu sais, par méconnaissance, on va prendre le mauvais produit, puis on va se dire, je vais l'utiliser. C'est un peu comme les gens qui se disent, écoute, le ketchup, la salsa, ça goûte pareil. Je dis, non, je souriais dans ma barbe en disant ou le simili fromage chimique qu'on peut trouver en Amérique du Nord, puis qu'on dit ça goûte comme le fromage en Suisse. Non, on va arrêter la discussion tout de suite. On peut peut-être étendre cette question. On a une question d'Éric Oui, qui nous dit ce serait le rêve s'il n'y avait seulement que un ou deux fichiers Excel qui traînent dans les entreprises. oui. Donc, est-ce que la solution et quels sont les risques en termes de données?
si on lui dit, bah, tiens, bouffe-moi les fichiers Excel que tu trouves dans mon entreprise, hein, un copilot, et puis fait que on puisse en tirer des analyses, des statistiques, des décisions, des éléments de résumé qui disent attention des éléments d'incohérence de données entre deux fichiers Excel qui devraient être cohérents si tout était parfait mais qu'ils ne le sont jamais. Est-ce que si je te dis ça, tu dis super, vas-y, sois serein, tu dis tu es en train de tuer ta boîte, c'est quoi le danger de ce genre de démarche? Je veux dire, je te remercie pour ta question. Il faut garder à l'idée que l'IA n'est pas une solution magique. L'IA, c'est un booster. Si vous l'utilisez pour quelque chose qui fonctionne très bien, ça va faire fois 1000, voire plus. Si vous l'utilisez dans un environnement, dans quelque chose qui fonctionne très mal, ça va booster les ennuis. Donc, quand on parle effectivement de toutes ces données qui sont éparses, une des forces de l'IA, c'est qu'elle peut traiter plein de types de données différentes. Tu sais, on parlait de fichiers Excel, ça peut être de la data brute, je dis ça peut être, exemple, tout ce qui peut exister, Excel, Word, des fichiers PDF, des plans qui traînent, etc. Elle peut le lire, elle peut l'analyser, elle peut en faire des rapports. Là où ça devient intéressant, c'est quel outil on veut utiliser, pour quel résultat, est-ce qu'on veut l'utiliser en local, est-ce qu'on a l'infrastructure pour le traiter en local, puis surtout, est-ce qu'on a du monde pour comprendre l'extract. Puis là où il y a une surcouche, c'est est-ce qu'on est capable de penser le fonctionnement pour pouvoir l'expliquer, ou au contraire, on laisse le choix et la responsabilité à une solution d'IA, je ne rentrerai pas dans le deep learning, mais dans cette fameuse situation de la boîte noire, qui fait qu'on est capable de dealer avec les résultats. Donc on a une expertise qui nous permet de juger est-ce que c'est du précis ou non, et au début. Mais pour garder ça simple, avoir un ou deux fichiers Excel, autant ça peut être extrêmement suffisant et qualitatif pour un cas, que ça peut servir absolument à rien. Tout dépendra toujours de l'intrant et de l'extrant, puis de où sont basées les infrastructures et la nature de ce qu'on veut utiliser comme algorithme. J'ai dit algorithme, excusez-moi. Okay. Merci Ziad. Ce que je te propose, c'est qu'on mouche, parce qu'on arrive gentiment vers un peu la dernière partie. Donc, on va parler de l'approche qu'on propose. Hein. Voilà, donc l'approche qu'on propose, on va quand même un peu la présenter par PowerPoint et présenter notre approche. Hein. Chez Keybud, on a un focus, c'est ce qu'on appelle des business accelerators. On en fait sur la stratégie, sur l'OKR, sur les SG, sur la compliance, sur l'IA, sur tout un tas de choses. C'est de dire, il faut arrêter de discuter, on doit arriver à une roadmap essentielle de ce qu'on veut faire en un jour et des premiers résultats concrets réalisés par vos équipes en 3 mois, où on a vraiment une valeur qui est créée. Pour faire ça, on s'attaque à ce problème-là, c'est-à-dire que toutes les entreprises ont un problème d'exécution. Ça ne marche pas. Les équipes sont complètement dispersées, pas alignées, désalignées. Et sans clarté, vous n'aurez pas d'engagement, vous n'aurez pas de résultat. Et c'est exactement ce qu'on va viser. Et on va le viser de la manière suivante. Hein, on a monté un moteur, une technologie qu'on va vite vous présenter, qui met les priorités au centre. Qu'est-ce qui est important maintenant? Quelles ressources, compétences on a à disposition, on a besoin et on a à disposition, et qui va mettre du rythme pour dire, dans le rythme qui nous sont donnés, quels sont les livrables qu'on veut avoir, et on va reboucler en priorité compétences livrables pour accélérer l'exécution et faire qu'on est très rapidement content du travail qu'on a fait. Pratiquement, c'est les questions auxquelles on répond, mais je vais vite vous présenter un tout petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est une plateforme, hein, c'est un gestionnaire de travail qui rivalise tout à fait avec du Asana ou du Notion et qui a des particularités qui le différencient. Le premier, c'est notre approche par la stratégie et par la hiérarchie. On voit ici qu'on va monter un arbre avec nos objectifs, ici. Où on va pouvoir découper l'arbre ici et avoir directement en fonction de ce qu'on a dessous des notions d'impact. Est-ce que ce qu'on fait est en train d'être utile? D'accord, selon une formule qu'on peut faire varier. Est-ce qu'on a les équipes qui sont alignées? Ici, elles sont parfaitement alignées sur les priorités. Ici, elles sont complètement désalignées. Donc, il faut qu'on travaille parce qu'on sait qu'on ne va pas délivrer. Et est-ce qu'elles délivrent concrètement des choses? Donc, très rapidement, on voit quelles sont nos priorités. On peut descendre dans notre axe de priorité et on peut voir si on est aligné ou s'il y a des choses à faire derrière. D'accord? Et aller jusqu'au travail et aux différents éléments qui sont dessous. C'est cet élément-là qui nous permet d'aborder l'IA avec un mode de gouvernance,
parce que derrière, forcément, qu'on a un modèle et que si on va voir l'ensemble des projets, des actions, des initiatives qu'on a lancées, on peut voir dans quelle équipe ils se retrouvent et quelles sont les priorités derrière pour être sûr qu'on soit tout le temps focus sur les bons sujets. Si on revient à notre accélérateur d'IA tel qu'on l'a monté, hein, ici, on est parti exactement de ce que tu dis, tomber en amour du problème. Nous, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour que les équipes soient heureuses, pour qu'elles se disent, ce truc, c'est génial, ce truc m'a changé la vie. Et c'est le focus. C'est pas faire de l'IA, c'est donner quelque chose qui marche aux équipes. Il n'y a pas de miracle. Ça commence par un processus qu'on a mis en 5 étapes. Ici. Hein. Le premier, c'est sans une bonne gouvernance au début, vous avez que de la dispersion partout et avec l'IA, c'est encore plus grave parce qu'il y a des problèmes légaux, des problèmes de données, il se passe des choses. Donc, mettre une bonne gouvernance, c'est essentiel. Deux, on l'a dit, onboarding et formation, c'est essentiel. Hein. Ça doit être fait par vos équipes. Il n'y a que votre assistante qui va vous dire ce qui peut réellement l'aider et vous ne le savez pas. Il n'y a que votre spécialiste de production qui va pouvoir savoir ce qui va l'aider, ce qui va faire le game changer dans ce qu'il fait. Vous ne le savez pas. D'accord? Donc, il va falloir les onboarder, les trouver, les onboarder, les former. Ensuite, le but, c'est d'avoir ce qu'on appelle des initiatives impactantes. Hein. Arrêtons les projets du fond du garage et travaillons sur le projet qui va réellement être utile, qui va mobiliser ressources, capital et décisions de direction. Un processus de test et préparation complètement inspiré des méthodes de Lean Startup qui fait la différence. Et après, une phase d'implémentation, de déploiement et de maintenance. J'ai souligné en rouge les deux seuls endroits où on a besoin d'experts IA. Tout le reste, c'est de la gouvernance, c'est de la gestion de projet, c'est de la gestion standard. Donc, on voit que les experts, on en a besoin quand on a besoin d'un expert. Mais pour rester en bonne santé, je passe pas ma vie chez mon docteur. Alors, c'est quoi ces étapes, hein? Donc, on l'a dit, on part des ambitions du CODIR, il faut qu'on les aligne sur ce domaine. On va identifier vos priorités stratégiques sur lesquelles l'IA peut vraiment avoir un impact. Et ça, on le fait très bien avec les modèles qu'on a vus. On va organiser le pilotage et le rituel de tout ça et on va évaluer la maturité digitale et IA de l'organisation et des personnes qu'on va impliquer. Le but, c'est vraiment de se dire, quand on met de l'argent, ça va valoir le coup et on sait que si ça marche, on aura un vrai retour sur investissement. Deuxième étape du business accélérateur, c'est maintenant qu'on sait sur quoi on veut mettre le focus, si c'est sur la supply chain ou la production, on ne va pas aller demander aux gens de la vente s'il y a des gens qui ont envie de bosser sur cette thématique. On a des priorités et on adresse nos priorités. D'accord ? L'IA, c'est un merveilleux monde où tout le monde sait tout et personne ne sait rien. Donc, si vous n'évaluez pas le niveau de vos équipes, vous allez faire soit des formations auxquelles ils n'y comprendront rien, soit des formations qui sont terriblement ennuyeuses et ça ne va pas marcher. Donc, évaluer le niveau qui permet de savoir quel niveau de formation on leur donne. Et c'est là, de nouveau, on est en rouge, hein, on va chercher l'expert, on dit maintenant, voilà ce sur quoi on attend, qu'est-ce qu'on va devoir leur donner comme compréhension pour qu'ils puissent imaginer des idées, des solutions, des stories qui leur changent la vie. D'accord ? Puis ensuite, si vos champions qui sont maintenant formés, vous ne les immergez pas un petit peu, vous n'avez pas une discussion sur vos priorités stratégiques, qu'est-ce que ça veut dire, il ne va rien se passer, il faut qu'ils fassent partie du jeu. Donc, c'est l'étape où on les prend avec nous, on va discuter avec eux, on va les faire brainstormer là-dessus. Troisième étape, l'étape d'idéation. Hein, on va remplir notre pipeline dîner. Et là, on ouvre le scope, on prend des ateliers d'idéation, il y a tout un tas de techniques, on prend souvent des experts externes parce qu'on n'est pas forcément les meilleurs là-dessus. Mais le but, c'est d'avoir un maximum d'idées et d'évaluer très rapidement est-ce qu'on est capable de le faire. D'accord ? Est-ce que ça va rentrer dans notre organisation et nos processus? On se pose au moins quelques questions, pas dire c'est génial ce chatbot, ça va tout changer. On est un petit peu critique. Et le but, c'est de dire est-ce que ça va être compliqué, avoir beaucoup d'investissement pour de nouveau avoir un critère rapidement de lisibilité. Ça a de l'impact, on sait le faire, ça ne coûte pas cher, c'est celle qu'on va prioriser parce qu'on veut avoir des choses qui viennent rapidement. Et ça, c'est un programme qu'on déroule sur une journée. Donc, en une journée, de nouveau, on a quelque chose sur lequel on sait quels sont nos bons os à ranger des mauvais os. Et c'est là que notre approche fait la différence. On rentre dans une démarche pure Lean Startup pour ceux qui connaissent. On se pose la question, est-ce que ça va foutre le bazar dans mes processus, oui ou non? D'accord? Ou pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'accélérer un bout d'un processus si l'ensemble de votre reste de processus n'avance pas. Vous serez toujours aussi mauvais à la fin. Les équipes, est-ce qu'elles ont envie de ce truc?
hein. On va tester l'envie des équipes. Parce que si ce que vous faites ne les fait pas sourire, ne leur donne pas envie, il ne se passera rien, ça ne sera pas utilisé. Puis le troisième qui est plus sournois, les IA vont très vite, hein. Donc, un projet en entreprise, on n'arrive pas à le faire en moins d'1, 2 ou 3 mois. Le temps qu'on l'implémente et qu'il commence à être utilisé réellement, on est à 6 mois si tout va bien. En 6 mois, vous avez 3 générations qui sont passées. D'accord? Donc, vous arrivez avec vos équipes en grand sourire en disant on a mis un truc, c'est génial. Ils vont te dire ton truc, il est obsolète, on ne l'utilise pas. Donc, vous devez avoir une approche qu'on connaît très bien en digitalisation, qui est quel est le bon niveau de la technologie pour que si j'ai une nouvelle techno qui vient demain, je puisse la changer sans que mon processus se casse la gueule. Donc, comment on n'est pas dépendant de la techno, mais comment on la met au bon niveau. Et une fois que vous avez fait ça, pour aller chercher la technologie et les partenaires, comme Ziad l'a expliqué, d'accord, quel modèle, quelle technologie on a besoin, quel partenaire. Et ensuite, vous pourrez finaliser vos specs techniques, travailler votre ROI et aller présenter ça à votre comité de gouvernance pour dire on a un super truc, c'est maintenant qu'il faut investir. Puis après, on est dans la mise en œuvre classique où de nouveau, on a besoin ici des experts et de la compétence et vous pourrez prouver que ça répond aux objectifs. Vous pourrez mesurer dans le temps que ça va. N'oubliez pas de former et vous aurez commencé à pérenniser. Et si vous répétez ce cycle, selon le temps ici qu'on a, où on retrouve nos différentes étapes ici, on retrouve les différentes temporalités qu'on a besoin, ben vous rentrez dans la boucle qu'on a dit, on a des priorités, on sait dérouler nos sujets, on s'est exécuté, on s'est délivré, et on est devenu complètement indépendant et on est devenu un champion. Et c'est ça l'objectif qu'on vous propose d'atteindre avec les avantages qui sont que, au lieu de subir la vague de l'IA et de faire des choses qui sont peu de résultats, on vous propose de surfer la vague de l'IA. D'accord? Et on va vous le proposer. On a l'IA Act qui arrive en Europe, hein, et on va vous proposer de le faire en conformité avec l'IA Act, parce que si on pense dans la gouvernance à l'aspect conformité, ce n'est pas un problème. Si on essaie de le rattraper après, on a un vrai problème. D'accord? Et cette démarche, ce n'est pas une démarche coûtante, elle va coûter à peu près 50% du coût moyen d'un projet IA, hein, donc, et va vous permettre de réussir quasi tous vos projets. Donc, c'est une autre proposition et une autre démarche. Ziad, je crois que c'est la première fois que tu la vois dans son intégralité, donc je te demande un petit feedback en tant qu'expert. Non, mais je dis ça fait sens, le cadre est là. Et puis, comme à chaque fois, mais en même temps, on se connaît depuis un moment, je dis, tout est adressé. Surtout, on est dans une véritable démarche où l'humain est au centre, je dirais même le business est au centre de la démarche, puis l'IA est accessoire, puis ça fait partie des bonnes pratiques, plutôt que de tomber en amour avec le produit. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Le chat est ouvert. On y répond volontiers. Peut-être qu'en attendant que les questions arrivent, parce qu'il y a toujours un léger décalage, est-ce que tu as une histoire du Canada à nous raconter en lien avec le sujet? Bon, j'ai des histoires, pas que du Canada, j'ai des histoires d'un petit peu partout. Excusez-moi, j'étais en train de chercher dans ma base de données. Pour vous aider dans votre réflexion, actuellement, quand on parle d'IA, la plus grande difficulté, c'est pas tellement de parler d'intelligence artificielle ou d'outils, c'est un peu comme l'a amené Gilles, c'est de trouver la solution qui est vraiment pour nous et qui sort en dehors de la boîte. Je reprendrai ce que Eric a parlé en disant, si seulement il y avait 1 ou 2 fichiers d'Excel. Si notre vraie douleur, c'est de pouvoir synthétiser tous les types de documents qu'on a dans notre organisation, ce qui est waouh, c'est qu'aujourd'hui, les solutions d'IA sont capables de le faire pour une fraction du prix de ce que ça nous coûterait. Ce qui manque souvent, c'est les humains qui vont faire cette association-là, puis qui vont partir à la recherche du produit. Dites-vous qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 10 000 modèles existants de solutions d'IA, intégrées ou non. Donc les 3/4 du temps, quand vous allez essayer de chercher de quoi, vous allez rester dans votre même, dans nos mêmes habitudes. On va essayer de reproduire ce qu'on fait déjà. Alors que là, ceux qui changent vraiment la game, c'est ceux qui arrivent à sortir de leur carcan. Puis c'est là où il y a vraiment un truc à jouer, dont particulièrement pour la Suisse, c'est que des petites structures peuvent damer le pion à des beaucoup, beaucoup plus grandes. Tu sais, souvent je présente la même image où on a le fameux, le boss, le leader. Puis à la fin, on a un introverti qui va aussi bien qu'un leader, sauf qu'il est tout seul, puis il a géré plein d'éléments. Donc, n'hésitez pas à, plus vous maîtriserez, rêver un peu, puis ça vous amènera là où il y a des vraies plus-values.
Puis après, anecdote, j'en ai plein, mais je les garde. On le rappelle, hein, le chat est ouvert, on accueille volontiers vos questions, surtout peut-être sur les questions de données. Oui. Pour rebondir sur une histoire, effectivement, moi j'ai un client qui est para-étatique et dont effectivement la vraie difficulté, c'est de protéger les données des citoyens, et donc c'est tout un secteur qui est interdit à toute IA, mais avec la phrase quand même rigolote du responsable sécurité qui dit, bon, on peut interdire de mettre des IA en interne, mais les gens ont des navigateurs, et effectivement, il y a plus de 10 000 modèles et donc de sites, et on ne peut pas bloquer tous les sites au niveau du firewall, donc on est obligé de croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas des données qui sortent, parce que de toute façon, on ne peut pas maîtriser. Oui, je fais du pouce sur ce que tu as dit, parce que ça me rappelle un truc qui est très canadien, parce que pareil, c'est PME, je veux pouvoir traiter mes données sécurisées, patati patata, je veux faire affaire avec une entreprise tierce qui utilise une solution d'IA qui me semble avantageuse. La discussion s'est finie, ok, donc tu serais d'accord pour que quelqu'un à 6000 km de là que tu connais pas scanne tes documents? Bah évidemment que non. Bah pourquoi tu veux, si je remplace ce quelqu'un par une IA, tu me dis oui. Un très bel exemple. Voilà, donc il n'y a pas de questions qui arrivent, donc on va gentiment clore cette masterclass. Merci Ziad pour l'ensemble des informations que tu nous as données. Merci à toi, Gilles. Merci pour ta présence. Un petit mot pour la fin. Ziad a mis au point un autodiagnostic, et ce autodiagnostic vous sera envoyé très prochainement à tous ceux qui ont participé et qui sont inscrits, comme le petit cadeau qu'on vous avait promis, petit diagnostic qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Merci pour ce cadeau à ma communauté, Ziad. Ça fait plaisir. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant. Très bonne fin de journée. Merci à tout le monde. Puis une excellente journée. Excellente journée. Bye bye.